Durant une soixantaine d'années, les Ursulines ont tenu l'école normale qui était destinée à former les futures enseignantes et aussi des écoles pour jeunes filles et garçons de la région. En 1969, les Ursulines ont quitté leur couvent construit en 1906 pour s'établir juste au nord sur la rue Notre-Dame. C'est le Centre d'études universitaires de Rimouski qui deviendra l'Université du Québec en 1973. C'est une demande de notre vice-rectrice à la recherche et à la formation, Dominique Marquis, qui vient tout juste de partir à la retraite, qui m'avait dit que ce serait bien qu'on rappelle un peu la mémoire des Ursulines parce que l'UQAR est dans l'ancien monastère des Ursulines et on n'a pas beaucoup de traces de leur passage ici. Ça, c'était à automne 2022. Puis à l'hiver 2023, je donnais un cours qui s'appelle Histoire appliquée et muséologie, où est-ce que je veux amener les étudiants à travailler sur un projet spécifique. Fait que je dis, bon, ben OK, je vais prendre ce sujet-là, puis je vais mettre les étudiants là-dessus, comme on dit. Adrienne Ouellette a vécu au temps des Ursulines. Parlez-moi de votre expérience, Adrienne. Pourquoi avoir décidé de joindre les Ursulines à l'époque? On se sent appelé, il y a une présence, on dirait, intérieure qui nous attire. Parce qu'au début, les plus vieilles de mes sœurs, il y en a 3 qui sont rentrées chez les Ursulines. Puis après ça, en cheminement, en grandissant, en vieillissant, je me suis sentie appelée. Qu'est-ce que les Ursulines sont venues faire à Rimouski, Mme Hébert? Bien, au départ, c'est Monseigneur Blais qui les a invités à venir s'installer pour tenir l'école normale. L'école normale, c'est l'école qui avait comme mandat de former les futures enseignantes. Donc, c'était vraiment là, de former l'élite enseignante de Rimouski. C'est donc logique que l'université soit ici maintenant parce qu'on a le département d'éducation. Et elles ont aussi ouvert un pensionnat pour jeunes filles, un pensionnat pour jeunes garçons. Un peu plus tard, elles ont développé l'école classique, le collège classique pour jeunes filles. Donc, c'était vraiment le maximum de l'éducation supérieure que les jeunes filles pouvaient avoir à peu près à cette époque-là. Comment ça se passe lorsqu'on arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça se déroule? Ils nous reçoivent au parloir, là, puis après ça. Puis là, après la discussion, ils nous font rentrer à l'intérieur, puis on enlève nos vêtements, puis on met le costume des postulantes. Une bonne partie des congrégations religieuses qui sont arrivées avant le 20e siècle au Québec étaient cloîtrées. C'était des décisions romaines là, qui venaient du Vatican. Donc, à leur départ, l'ordre de Sainte-Ursule remonte là, au 15e siècle, je pense, en Europe. Et elles ont été cloîtrées à partir du 16e, 17e siècle. Donc, quand elles sont arrivées au Québec, elles ont dû se créer des monastères fermés. Puis quand elles sont arrivées à Rimouski en 1906, bien là, la clôture existait encore. Donc, le monastère était là. Comment vous avez vécu le fait d'être cloîtré, par exemple? Parce que là, on parle d'une solitude, d'une grande solitude. Comment vous avez vécu ça, vous? Dans ma nature, je pense que j'ai pas de difficulté à vivre en solitude, là, avec la solitude. On s'entend, tu sais, c'est un cloître, mais il y a des gens de l'extérieur, il y avait des élèves qui venaient. Donc, il y avait comme 2 sections dans le monastère. Il y avait vraiment la clôture fermée où est-ce qu'il y avait uniquement les religieuses qui avaient le droit d'aller. Et il y avait la partie qui était ouverte aux étudiantes, aux élèves, puis il y avait un pensionnat pour jeunes garçons aussi, qui était quand même fermé. Donc, les jeunes étaient dans le monastère, puis ils sortaient pour les vacances de Pâques, de Mais Noël, pas les sœurs. Mais les sœurs, non. La clôture a été levée dans les années 60, en fait. Puis est-ce que dans cette solitude-là, en fait, lorsque vous étiez cloîtré, est-ce que vous aviez le droit de communiquer avec les autres Ursulines ou c'était vraiment silence total? Non. Il y avait des rencontres, on avait des réunions, oui. Il y avait des moments de récréation, comme on l'appelle. On pouvait chanter, faire des discussions. Oui, on pouvait discuter ensemble, puis faire des exercices aussi. Aller dehors, puis faire du patinage l'hiver quand on pouvait. Et tout ça. On pouvait faire beaucoup d'activités. Leur legs principal, outre le bâtiment qu'elles ont mis au jour, c'est vraiment l'installation de l'éducation, particulièrement pour les jeunes filles. Donc, il faut se rappeler qu'au début du 20e siècle, les jeunes filles n'avaient pas énormément de possibilités de poursuivre un parcours scolaire. Elles sont arrivées avec des possibilités d'études supérieures.
Donc, ça a contribué à la formation de tout un groupe de femmes qui ont pu porter aussi par après le développement des cégeps, des universités, des écoles secondaires quand la Révolution tranquille est arrivée, puis que là, il fallait nourrir toutes ces écoles-là. C'est génial. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur le plan des émotions ou de l'excitation des études en lien avec cette exposition-là que les élèves devaient concevoir, devaient réfléchir? Qu'est-ce que vous avez remarqué chez eux, chez elles? Bien, pour les jeunes générations, la réalité des sœurs, des congrégations religieuses, c'est vraiment très éloigné. Donc, c'était vraiment, il y avait une curiosité que j'ai sentie assez vive. Puis, on parlait tout à l'heure du cloître. Bien, les étudiants d'aujourd'hui, non seulement ils ne savaient pas que les Ursulines étaient cloîtrées, mais il n'y avait pas une grande idée de qu'est-ce que ça veut dire, habiter un cloître. Qu'est-ce que ça veut dire comme décision radicale pour une jeune fille, quelque part en 1940, de dire, moi, je me coupe de ma famille, je me coupe de mes amis, puis je m'en vais dans un monastère pour le reste de mes jours sans possibilité de sortir pour donner ma vie à l'enseignement puis à Dieu. Il y a une décision radicale, communautaire, parce que c'est joindre une communauté. Dans un monde aujourd'hui qui est très individualiste, c'est des questionnements qui rejoignaient vraiment profondément les étudiants. Et en plus, bien, le fait de voir l'exposition, ça leur donne une réalisation concrète. Hein. Le cours a quelque chose de tangible là, qui fait suite. Là. Parlez-moi justement du cours qui est lié directement à l'exposition. Quel est-il, ce cours-là, et c'est quoi l'objectif du cours? Bien, le cours s'intitule « Histoire appliquée et muséologie ». Donc, c'est de permettre aux étudiants de voir comment tout ce qu'ils apprennent comme connaissance, disons, dans leur cours, peut s'appliquer en muséologie, en interprétation, en patrimoine, dans les médias, ce genre de choses-là. Donc, ils ont des travaux plus concrets à faire. Apprendre à écrire un texte de 150 mots plutôt qu'écrire une recherche de 12 pages, c'est d'autres genres de compétences à développer. Là. Donc, c'est à ça qui sert ce cours-là. OK, parce que les journées portes ouvertes approchent, là. Oui. C'est peut-être une idée de direction, là, s'il y en a qui cherchent encore leur niche, là. Oui. Merci beaucoup, Karine. Ça m'a fait plaisir. Très apprécié.